Bonjour, donc je vais vous parler, comme on a dit, un petit peu des origines du transhumanisme, ou plus exactement du contexte dans lequel il faut le prendre. C'est-à-dire dans quel domaine, dans quel monde le transhumanisme se développe-t-il. Alors je vais peut-être aller un petit peu à l'inverse de ce que disait Stéphane en disant que le transhumanisme ne passait plus pour un monde de gros geeks qui restent près de chez eux, parce que moi je vais vous parler de la culture geek. Et je vais vous en parler avec beaucoup d'amour, parce que je trouve que c'est une culture très importante, parce que c'est la culture aujourd'hui de l'expérimentation. Donc on va essayer de voir un petit peu l'histoire des idées transhumanistes. Je préfère parler d'idées transhumanistes plutôt d'ailleurs que de transhumanisme, vous allez voir pourquoi. Sous un angle particulier qui est donc celui de la pop culture et des rapports entre transhumanisme, pop culture et contre-culture. Alors je vais commencer d'abord par définir mes termes, parce que ce sont des termes qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses. Merci, je dois mettre quelque chose sur mon nom. À la fin, c'est à votre bon cœur, monsieur, dame. Oui, ça commence déjà à me dépasser. Donc la pop culture, bon, c'est assez simple à décrire, hein. C'est cette culture qui est surtout ce qu'on appelle la culture de l'entertainment, c'est-à-dire la culture grosso modo qui se véhicule par les outils industriels d'aujourd'hui, rock music, bande dessinée, films, séries télé, et surtout un domaine particulier, une branche particulière de la pop culture sur laquelle je vais insister, qui est la science-fiction. C'est-à-dire, c'est le domaine le plus geek et le plus pop de la pop culture, c'est-à-dire effectivement celui des fans de SF, ceux qui regardent sci-fi à la télé, qui regardent Doctor Who, qui sont nés en lisant de la science-fiction, qui collectionnent éventuellement des figurines de Star Wars, ce que sais-je encore. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle le transhumanisme, les idées transhumanistes, sont en fait issues complètement de ce courant qui est la science-fiction. Au point que je pourrais dire que finalement, qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? C'est la science-fiction prise au sérieux. C'est-à-dire que la science-fiction, qui a toujours été véhiculée sous la forme de fiction, comme son nom l'indique, devient, avec le transhumanisme et d'autres mouvements dont je vais vous parler un petit peu, devient une branche de la philosophie. On prend ça au sérieux. Alors, par exemple, quel exemple? D'où vient le premier auteur? Quel est le premier auteur qui, le premier, a dit l'homme va se modifier lui-même, et plus que ça, non seulement il va se modifier lui-même, mais ça va devenir le moteur de son évolution. C'est un auteur de science-fiction des années 30-40 qui s'appelle Olaf Stapledon. Stapledon a écrit une série de fresques. L'une s'appelle Les Derniers et les Premiers, qui raconte toute l'histoire de l'humanité du premier homme, c'est-à-dire nous, au 18e, qui vivra sur Neptune. Cette fresque ne constitue elle-même qu'un bref instant d'une autre fresque qui s'appelle Le Faiseur d'étoiles, Starmaker, qui effectivement là prend toute l'histoire de l'univers jusqu'à la fin. Et là-dessus, il a greffé quelques sous-histoires, comme Sirius, qui est l'histoire d'un chien qui accède à la post-caninité, si j'ose m'exprimer ainsi, et Rien qu'un surhomme, qui, comme son nom l'indique, parle de l'accès à la surhumanité. Donc c'est un auteur de science-fiction, Stapledon, qui était également professeur de philosophie. Alors c'est intéressant déjà de voir cette conjonction, c'est-à-dire de voir que certains philosophes, dès les années 30-40, n'ont pu exprimer un certain nombre d'idées que par la science-fiction. Stapledon n'est pas très connu aujourd'hui, parce que bon, c'est une écriture des années 30-40, qui est un peu lourde, c'est le roman de science-fiction classique de cette époque, qui commence par « j'ai fait un rêve » et hop, j'ai été trimballé dans les espaces intergalactiques, des choses qui ne marchent plus du tout aujourd'hui. Mais Stapledon a eu une grosse postérité, puisqu'il a influencé quelqu'un comme Arthur Clarke, qui est un des premiers, avec le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, à répandre dans la pop culture, c'est-à-dire la culture générale de tout un chacun, l'idée d'un homme qui se transformerait en quelque chose d'autre, éventuellement une machine, pour continuer son évolution. Et 2001, l'Odyssée de l'espace est un livre totalement stapledonien. Donc cette fascination de la science-fiction, cette façon dont la science-fiction a créé les thèmes transhumanistes, je pourrais dire, si je voulais être à la mode, les mêmes transhumanistes, vous savez, les mêmes, cette nouvelle théorie
psychologique à la mode qui dit que effectivement les idées se répandent comme les gènes et qui est très 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 apprécié dans le transhumanisme. Vous avez d'autres exemples qui sont très importants aujourd'hui même. Un des grands thèmes du transhumanisme, d'autres en parleront certainement aujourd'hui, c'est un thème assez bizarre qui est l'idée de la singularité. Je ne sais pas si tout le monde ici a entendu parler de la singularité. C'est l'idée, grosso modo, que le progrès technologique va aller en s'accélérant à une telle vitesse qu'à un moment, il va atteindre une vitesse de libération, on peut dire ça, et qu'on va entrer dans un monde qui est totalement imprévisible, qui est totalement post-humain. Alors, il y a deux définitions de la singularité, celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire, effectivement, c'est l'accélération du progrès qui le fait, et il y a l'idée qui est encore plus hardcore de la singularité, comme quoi cette accélération du progrès concerne quelque chose de très précis, c'est l'intelligence artificielle, et l'idée que l'intelligence artificielle va devenir tellement vive, de plus en plus intelligente, qu'elle va atteindre le stade post-humain. Donc cette idée a été émise par qui? On en trouve les racines chez des scientifiques comme Stanley Ulam, qui travaillait avec John von Neumann, mais le premier à avoir émis de façon aussi contemporaine l'idée de la singularité, c'est un auteur de science-fiction qui s'appelle Werner Witsch, qui encore aujourd'hui, d'ailleurs, parle de son thème de la singularité. Il n'en parle pas de manière romanesque, il croit à l'existence de la singularité. Et vous avez aujourd'hui toute une école de la science-fiction qui fournit les idées du transhumanisme. Vous avez Charles Strauss avec Accelerando, qui explore aussi les idées de la singularité, des gens comme Greg Egan qui explore l'idée de l'uploading, c'est-à-dire l'idée du téléchargement de l'esprit dans un ordinateur. Ça fait peur, comme diraient certains, etc. Donc vous avez toujours constamment cette espèce de fusion entre la science-fiction et les idées transhumanistes. Alors, quelqu'un qui est très important dans l'histoire du transhumanisme, et je vais en parler dans quelques minutes, qui s'appelle Timothy Leary, on parlait d'interdiction. Timothy Leary est un grand spécialiste des interdictions et des prohibitions, puisqu'il a été nommé pape du LSD dans les années 60, avant d'être jeté en prison pendant une petite dizaine d'années dans les années 70, et qui a donc dit la science-fiction a toujours été plus importante que la science, parce qu'elle anticipe, elle dirige et elle guide la seconde. Autrement dit, ce que nous appelons la science, la recherche est souvent liée, dans l'esprit des chercheurs, à une mythologie de science-fiction. Il va sans dire que beaucoup de scientifiques lisent de la science-fiction. Quelqu'un qui s'appelle Marc Pecheux a même dit une chose intéressante. Il a dit la science-fiction, c'est un laboratoire de recherche et développement. Marc Pecheux n'est pas non plus n'importe qui. C'est l'inventeur d'un format de fichier, bon, c'est pas très sexy, vous allez me dire, le format de fichier, mais c'est un format de fichier important, c'est le VRML, c'est le premier format de fichier qui permettait de faire de la 3D sur le web, donc créer des mondes virtuels en ligne. Et Marc Pecheux a avoué qu'il a eu cette idée après avoir lu des livres de science-fiction, notamment ceux de William Gibson, un livre qui s'appelle Neuromancien, ou un autre livre de Neil Stephenson qui s'appelle Snow Crash, et qui a été traduit en français sous le nom de Le Samouraï virtuel, qui est aussi un livre qui présente les mondes virtuels. Donc vous avez toujours cette espèce de collusion entre science-fiction et science. Alors il y a un aspect intéressant de la pop culture sur lequel j'aimerais revenir, parce que c'est là que dans les années 60 s'est créé le transhumanisme tel qu'on le connaît, c'est avec la naissance de ce qu'on appelle la contre-culture. Alors la contre-culture, c'est encore un terme aussi très vague. Alors on va essayer de le définir. Je vais vous donner une définition de quelqu'un qui s'appelle Ken Goffman. Après je vous donnerai un petit peu, je dirais pas la mienne, mais je rajouterai quelques données. Ken Goffman a écrit un livre qui s'appelle La contre-culture à travers les âges. Et pour lui, la contre-culture, c'est un mouvement hédoniste, individualiste, qui en fait anti-autoritaire avant tout, qui vise avant tout à permettre l'évolution personnelle des individus. Par opposition et des fois en amour-haine avec certains mouvements radicaux révolutionnaires qui peuvent ou non être soutenus par les mouvements contre-culturels. Alors, qui est donc ce Ken Goffman qui a écrit ce livre encyclopédique sur la contre-culture? Il est connu dans les milieux de la contre-culture sous un pseudonyme qui est celui de Arius Sirius,
Et Arius Sirius est aujourd'hui le rédacteur en chef de la revue Humanity Plus, qui est l'organe de presse officiel de l'association transhumaniste. C'est vous dire que c'est pas moi qui vais inventer les rapports entre contre-culture et transhumanisme. Aujourd'hui, quand les transhumanistes ont eu besoin d'un rédac chef, ils ont été le chercher parmi les spécialistes de la contre-culture. C'est intéressant. Moi, je rajouterai un petit élément sur la contre-culture qui, je pense, est intéressant aussi. C'est l'idée que la contre-culture commence à apparaître quand la pop culture, c'est-à-dire la culture de la distraction, de l'amusement, commence à s'intéresser aux grands problèmes métaphysiques, philosophiques et politiques. Et ça se passe généralement par un transfert de cerveau, des milieux universitaires, académiques et culturels vers le milieu de la pop culture. En musique, vous avez l'exemple de musiciens contemporains qui se sont mis à faire du rock dans les années 60, comme John Cale. Vous avez quelqu'un comme Ken Kesey, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est passé lui de la littérature au mouvement hippie, etc., et qui ont infusé effectivement la culture, cette culture de l'entertainment avec des idées très avancées. La contre-culture est fondamentalement liée à la science-fiction. Alors ça peut surprendre, parce que quand on pense contre-culture, on pense tout de suite petites fleurs, écologie, macramé, enfin, on se dit mais quel rapport avec la science-fiction? Et pourtant, toute l'histoire de la contre-culture est une histoire de la science-fiction. Prenez le début de la contre-culture, ce qu'on appelle la Beat Generation. La Beat Generation, on se dit, c'est pas de la science-fiction. Bon, c'est du jazz, le béret noir, de la poésie la nuit, etc. Qui est le grand-père de la Beat Generation? C'est un auteur de science-fiction qui est William Burroughs. William Burroughs est celui qui a le plus influencé les jeunes auteurs beats, c'est-à-dire Jack Kerouac et Allen Ginsberg, qui eux, effectivement, n'étaient pas très branchés science-fiction, mais c'est William Burroughs qui a donné l'impulsion, puisqu'il avait une dizaine, une vingtaine d'années plus qu'eux, qui les a poussés à écrire, etc. Donc vous avez déjà, à l'époque de la Beat Generation, cette idée de ce rapport avec la science-fiction. Quand est venu le mouvement hippie, quelles étaient les lectures favorites des hippies? Alors ce que note un auteur aussi spécialiste de la contre-culture et de la science-fiction qui s'appelle Robert Anton Wilson, il dit les hippies ils avaient beau être mystiques, ils ne lisaient pas spécialement les Védas. Les Védas ou les grands textes de Sainte Thérèse d'Avila, ils n'en avaient absolument rien à faire. Ce qu'ils avaient dans leur sac à dos toujours, c'était En terre étrangère de Robert Heinlein. Qui est Robert Heinlein? C'est un des trois grands fondateurs du domaine de la science-fiction avec Arthur Clarke et Isaac Asimov. C'est un auteur qui est encore aujourd'hui révéré par les transhumanistes, notamment les extropiens libertariens dont vient de vous a parlé Stéphane, parce que Heinlein était comme ça une espèce d'anarcho-capitaliste droitier, etc. Il a écrit notamment un livre très facho qui s'appelle Étoile garde à vous, qui est le mieux d'ailleurs, et qui effectivement qui est au second, en d'autres noms ne l'était pas, mais c'est aussi un des précurseurs du mouvement hippie. Donc Robert Heinlein est déjà quelqu'un de très important dans ce milieu-là. Ensuite, vous avez le fameux Timothy Leary de Harvard, qui était branché sur la psychologie sous sa forme la plus exacte et la plus dure, pas du tout un psychanalyste, hein. Lui, il voulait s'inspirer des techniques de mesure de la physique quantique pour faire des analyses psychologiques, et qui brusquement a pété un câble et a fait donc du LSD. Et donc lui aussi va, comme ça, influer avec des idées très science-fictionnesques le mouvement de la contre-culture. Vous avez enfin Ken Kesey, l'auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est donc lui aussi un des promoteurs de cette contre-culture. Et lui, qu'est-ce qu'il a découvert en prenant du LSD? Que, je le cite, nous pouvons tous devenir des super-héros. C'est-à-dire que lui, son modèle, c'était pas le Bouddha, c'était pas les yogis, c'était les X-Men. Donc vous avez déjà, tout ce climat qui existe au niveau qui a donné naissance à un certain nombre d'idées. Dans les années 70, autour de gens comme Timothy Leary, on commençait à se réunir, Timothy Leary qui était en tôle d'ailleurs à ce moment-là, mais enfin bon, il arrivait à rester branché avec les différents mouvements, on commençait à se réunir autour de certaines idées. Vous avez eu ce qu'on appelait les L5 Society. Les L5 Society, l'idée c'était de créer une conquête de l'espace privé
et de créer donc des mouvements d'activistes pour conquérir l'espace. Donc ces mouvements, les L5 Society, ont été, avaient parmi leurs membres tous ceux qui allaient devenir par la suite les grosses figures du transhumanisme et du futurisme, comme Eric Drexler, qui a créé la nanotechnologie, Christopher Langton, qui a lancé l'idée de vie artificielle. Tous ces gens-là s'étaient agglutinés autour de Timothy Leary, sortant à peine de prison où il était encore un petit peu, dans les années 70, autour de cette idée de créer des cités spatiales en haute orbite. L'idée n'était pas de conquérir d'autres planètes, mais de créer des cités spatiales en haute orbite. Idée qu'ils avaient prise où? Enfin, l'idée était scientifique, mais quelles sont les personnes qui avaient introduit ça dans les milieux culturels? C'était un groupe de rock hippie qui s'appelait le Jefferson Starship, qui avait fait dans les années 70 un disque qui s'appelait Blows Against the Empire, qui disait « Nous, les marginaux, nous devons quitter la Terre pour aller créer des communautés hippies dans l'espace ». C'était, bon, en gros, ça a beaucoup frappé Timothy Leary, et ensuite, tout ce bain, dans les années 70, a commencé à se créer dans les années 70, et il y a quelqu'un qui a publié les idées de ces L5 Society, c'est un certain Stewart Brand. Alors, Stewart Brand est quelqu'un d'absolument capital dans toute cette histoire. Stewart Brand est quelqu'un qui, dans les années 60, travaillait avec IBM, a participé avec Douglas Engelbart à ce qu'on appelait la mer des démos, où a été montré les premiers ordinateurs interactifs avec des souris. À l'époque, Douglas Engelbart avait montré la première souris qui avait à peu près cette taille. Et Stewart Brand a aussi organisé le premier festival de rock psychédélique qui s'appelait les Free Festivals. C'est vous dire à quel point tout ça est quand même très emmêlé. Et donc, Brand va publier dans son magazine, il va publier les travaux de la L5 Society, et ça va commencer à faire du bruit et à répondre comme ça les idées ultra-futuristes dans les années 70. Par la suite, Brand allait continuer à avoir sa carrière, il allait créer un petit service en ligne dans les années 80 qui s'appelait The Well, qui est plus ou moins il n'est pas le précurseur de l'Internet, l'Internet existait déjà, mais le précurseur de l'Internet public. Brand est aussi accessoirement l'inventeur de l'expression PC, Personal Computer. Donc en gros, vous avez tout ce milieu-là, et pendant un certain temps, toutes ces idées futuristes vont être portées par cette espèce d'univers contre-culturel, pop-culturel, etc. Bon, je pense qu'à partir d'une certaine année, quelle heure est-il? Il faut que j'évite. 2 minutes. 2 minutes? 10 minutes. Pas tout à fait. À partir d'une certaine année, les choses ont commencé à se dégrader entre des mouvements transhumanistes qui cherchaient effectivement à entrer dans une place, à acquérir une certaine respectabilité, et les mouvements contre-culturels. Bon, moi, je date symboliquement l'époque de ce divorce avec la mort de Timothy Leary. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose au moment de la mort de Timothy Leary. C'est-à-dire que Timothy Leary a appris qu'il était condamné. Et Timothy Leary, comme beaucoup de transhumanistes, avait signé pour la cryogénie. C'est-à-dire qu'il devait se faire congeler et ressusciter par la suite quand la science le permettrait, et tant que les républicains n'étaient pas au pouvoir, avait-il bien précisé. Et donc, Timothy Leary voulait se faire cryogéniser, donc il est condamné à mort par un cancer, et donc il commence à préparer son uploading, c'est d'ailleurs son téléchargement vers le net, en publiant au maximum ses archives vers le net, vers un site où l'ensemble de ses souvenirs devait être consigné, site qui d'ailleurs aujourd'hui est totalement inactif. Comme quoi, ça pose quand même question sur l'avenir de l'uploading. Et naturellement, tout ça dans une ambiance joyeusement bohème, avec une bande de joyeux fêtards qui viennent chez lui, qui installent des bougies et de l'encens sur le caisson de cryogénisation qui est censé le recevoir dès le moment de sa mort. Leary qui vit une vie de décadence absolue tout en agonisant petit à petit. Et naturellement, les cryogénistes, alors il n'y a pas de mot français, hein, les cryogénistes, les cryonicistes, je vous laisse le choix. Les spécialistes de la cryogénie sont effarés par cette espèce de pataquès, alors qu'eux ils sont très sérieux, ils veulent absolument déjà que la cryogénie on prend pas ça super au sérieux, alors si en plus ça commence à être mêlé à ce genre de choses, il faut surtout pas en entendre parler. Et donc finalement, grosse rupture, les cryonicistes virent les Leary. Ils le foutent dehors, ils disent on veut plus de vous comme client.
Leary avait réussi déjà à se faire virer de Harvard, donc c'est un trait chez Timothy Leary de se faire virer. Donc jusqu'à la fin de sa vie, il s'est fait virer. Et donc on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment séparation entre un transhumanisme qui essayait donc d'entrer dans le mainstream, qui arrive d'ailleurs, il faut le reconnaître, puisque de toute façon la science lui fait arriver, et effectivement une espèce, le milieu geek, le milieu pop culture, le milieu contre-culture qui est beaucoup plus fantaisiste. Bon. Alors donc en gros, on peut dire que ça s'est arrêté là. Je rajouterais quand même ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui même, qui est devenu la chef de Humanity Plus, c'est quand même Arius Sirius, grand ami de Timothy Leary, etc. Ce qui laisse à penser que finalement, le divorce, il pourrait peut-être y avoir une réunion, je ne sais pas. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est bon, maintenant qu'on sait qu'effectivement, on voit ces liens avec la science-fiction, avec la contre-culture, etc., qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le transhumanisme aujourd'hui et sur ma propre analyse du transhumanisme, qui est peut-être un petit peu différente de tous les gens ici, combien 5 voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, le transhumanisme, pour moi, n'est pas un mouvement. C'est effectivement, nous ne vivons plus dans un monde de mouvements et d'idéologie. Nous vivons dans un monde d'une espèce de soupe de millaire noosphérique où vous avez comme ça des idées qui passent, qui circulent, qui se mélangent, qui se connectent via de la musique, via des idées scientifiques, via de la philosophie de très haut niveau, mais également via la mode, etc. Et tout ça se mélange et crée en quelque sorte des espèces de conglomérats, des espèces de clusters qui peuvent être effectivement, quand un ensemble de données futuristes en réunion, on peut parler de transhumanisme. Vous avez d'autres mouvements comme ça. Vous avez par exemple autour de l'occultisme, qui donc est honni par les transhumanistes, qui sont des scientifiques sérieux, donc on ne va pas s'amuser à faire des rituels, à sacrifier des boucs. Mais vous avez tout de même un mouvement qui est celui de la magie du chaos, qui reprend un certain nombre d'idées sur la mutation, sur la nature du réel, etc., qui sont partagées par les transhumanistes. Et vous avez, bon, je vous donne un exemple parlant, vous avez quelqu'un comme Genesis P-Orridge, qui est donc un musicien, musique industrielle, rock industriel, enfin cette espèce de musique rock assez avant-gardiste, qui donc est quelqu'un qui est aussi un ancien ami de William Burroughs et Brian Gysin, toujours les mêmes, qui donc a beaucoup travaillé avec eux, et qui donc joue beaucoup avec des thèmes très transhumanistes, qui sont ceux de la manipulation de l'ADN, de la pandrogynie, c'est-à-dire effectivement une espèce de dépassement des genres, etc., et de l'être collectif. Donc vous avez quelqu'un comme P-Orridge, qui effectivement est... P-Orridge ne fait pas partie de la galaxie transhumaniste, non pas tant pour des raisons d'idées, parce que quand on lui demande est-ce que vous êtes pour la manipulation de l'ADN, il va vous dire oui. Est-ce que vous êtes pour la transformation corporelle, il va vous dire oui, mais il est dans un angle qui est plus celui du gothique, du néo-primitiviste, etc. Et donc vous voyez en fait que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus, à mon avis, dans un monde de mouvements et d'idéologie. Personne n'est plus assez fou aujourd'hui pour souscrire à une idéologie, je suis désolé, qu'il soit transhumaniste ou écologiste. Non, Michel n'est pas d'accord. Mais effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup plus pragmatiste et les idées sont beaucoup plus floues. Donc vous avez des idées transhumanistes qui circulent, que certains peuvent adopter, ils peuvent en adopter certaines et pas d'autres, et vous pouvez avoir comme ça des espèces de fusions entre par exemple des écolos transhumanistes, chose qui pourrait être bizarre pour d'autres, des transhumanistes gothiques, des transhumanistes elfiques, vous savez qu'il y a des cultures aussi comme ça où des gens se prétendent être des elfes, des dragons, etc., des vampires, et ça c'est très proche aussi du transhumanisme, parce que c'est des gens qui veulent redéfinir leur identité. Donc effectivement, ils sont très proches, ils vont piquer des idées à des auteurs transhumanistes, mais qui vont aussi adopter une esthétique complètement différente. Et donc bon, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'aujourd'hui, bon, quand on parle de pop culture, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on rentre aujourd'hui dans un système de culture non linéaire, où effectivement les idées viennent de partout, où finalement c'est le récepteur, c'est-à-dire le client, l'utilisateur, le spectateur, etc., qui va créer son propre système à partir de tout ce qu'il reçoit, et qui va ensuite le relancer dans cette espèce, comme je dis, de soupe de millaire noosphérique, pour créer à nouveau une espèce de boule de neige, et que finalement, quand on parle de transhumanisme, à mon avis, il est beaucoup plus intéressant de le voir comme grille d'interprétation
d'un certain nombre d'idées qui sont plus facilement connectables que d'autres dans cette espèce de bouillie, que comme un mouvement pensé, conçu de A à Z pour résoudre un certain nombre de problèmes ou proposer des solutions. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la grille d'interprétation. Donc, je voulais terminer là-dessus en disant que donc, il ne faut surtout pas dire quand quelqu'un vous dit « Oh, mais le transhumanisme c'est de la science-fiction », il faut dire « Oui, justement ». Parce que c'est intéressant que ça soit de la science-fiction, parce que c'est intéressant que ça soit un mouvement de geek, parce qu'effectivement, tout cela ne devient intéressant que si on pense que, effectivement, le contexte dans lequel il s'est développé a de la valeur, c'est-à-dire, effectivement, les geeks, les hackers, etc., sont des gens intéressants, sont des gens qui produisent des idées. Aujourd'hui, ce sont ceux qui produisent des idées. Et qu'effectivement, il est important de saisir cette espèce d'océan d'idées, d'images et de musique, et de comprendre quel est le rôle du transhumanisme à l'intérieur. Voilà. Merci.